Commence par vous dire bonjour. Bonjour à tous et bonjour à tous. Je m'appelle Fred Reynaud et je suis responsable du CAGI. Le CAGI, qui est une équipe de recherche, membre d'une équipe plus large qui s'appelle le FEAC, qui est une équipe CNRS de l'université. FEAC, ça veut dire Pouvoir, Histoire, Environnement, Esclavage, Atlantique, Caraïbes. Donc, nous sommes le pôle Guadeloupe de cette équipe CNRS. Le CAGI qui organise donc ce webinaire conférence avec le CORICA. Le CORICA qui est une association, Contact Recherche Caraïbes, association représentée ici par son vice-président, Julien Mérillon. Alors, merci d'avoir répondu à notre invitation. Il y a là des étudiants, et pas seulement des étudiants, il y a des personnes en visioconférence. Merci d'être là. Il y a des gens que j'ai reconnus. Je pense notamment à Aaron Ramos Gamael de Porto Rico. Merci, Aaron, d'être là. Merci à notre invité surtout d'avoir accepté notre invitation. Invitation à intervenir sur un sujet d'une grande actualité, la menace militaire des États-Unis dans la Caraïbe. Notre invité s'appelle Patrick Watson, Patrick Kent Watson. Et donc, bonjour, professeur Watson. Bonjour Fred, est-ce que tu me vois, est-ce que tu m'entends? Je ne te vois pas pour le moment. Je vois ton... Pas encore, mais c'est pas grave. Attends, on verra ça tout à l'heure. Comme on le fait d'habitude, je vais vous dire vous préciser donner quelques éléments sur Patrick Watson, qui est professeur émérite à l'Université des West Indies. Il est diplômé de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il a été professeur d'économie et directeur de SALICES, l'Institut Sir Arthur Lewis à Trinidad. Il a de nombreuses publications sur des questions empiriques en relation avec l'innovation, l'entrepreneuriat, le secteur informel. Le CV est assez long. Il est assez long, je ne vais pas pouvoir vous le présenter. Je m'arrête là, sinon la séance ne sera pas suffisante pour présenter Patrick Watson. Patrick Watson, il est trinidadien. Il est observateur, à mon avis, privilégié des manœuvres militaires des États-Unis dans la mer des Caraïbes. Il n'est pas, bon, Trinidad n'est pas très loin du Venezuela. Il a eu l'occasion de faire des conférences sur le sujet. Il a eu l'occasion de faire des interviews également, notamment dans Le Monde récemment, sur la question, notamment sur la prise de position de son Premier ministre de Trinidad, Madame, j'oublie son nom. Euh, Kamla Prasad Bissassa. c'est ça. Kamla Bissassa. Alors, Kamla Persad Bissassa, c'est ça. Elle a pris des positions en faveur de l'intervention des États-Unis au Venezuela. Et ce matin encore, j'entendais l'entretien avec Patrick Wasson qui disait que c'était un gros risque, ça pouvait embraser la Caraïbe et que Trinidad devenait une cible éventuelle pour le Venezuela parce qu'elle est la seule, à ma connaissance, avec peut-être la Grenade, dans la Caraïbe à avoir soutenu l'idée d'une intervention dans la Caraïbe du Venezuela de Scrum et au Venezuela. Alors, je passe la parole à Patrick pour nous présenter ce thème. Alors, une précision importante, l'intervention sera en français, mais le PowerPoint sera en anglais. C'est un avantage pour ceux qui sont anglophones et qui sont connectés et qui ne comprennent pas le français. Ils auront au moins derrière le PowerPoint de Patrick Watson. Donc, Patrick, tu as la parole. Bien, Oui, merci beaucoup. Je ne vois pas la présentation, mais je vais continuer. Je vais dire quelques petits mots d'introduction, de préliminaire, de background, comme on dit en anglais, de ce problème. Comme vous le savez peut-être tous, Hugo Chavez a été élu président du Venezuela en 1998 et il est resté président jusqu'en 2013. Il a été succédé par Nicolas Maduro qui reste toujours au pouvoir au Venezuela.
vous le savez bien aussi, j'espère, que le gouvernement américain n'a jamais caché son dédain pour cette administration. Et il y a beaucoup de preuves qu'il y a eu des actions entamées contre le régime visant le changement régime change. Et c'est une chose qui reste toujours valable. Quelles sont les preuves qui sont là devant nous? Et Fred, si jamais tu m'entends pas, tu me le dis, hein, parce que je suis ce que j'ai là, et donc je continue. Il y a tout d'abord un soutien très fort pour des dirigeants alternatifs comme Juan Guaido, aussi bien que le prix Nobel, le prix Nobel de la paix de 2025, je ne sais pas comment ça se dit en français, de 50 millions de dollars pour la tête de Maduro. Donc, il y a beaucoup de preuves que les États-Unis, même avant le régime de Trump, que les États-Unis n'ont pas voulu continuer avec cette administration au pouvoir au Venezuela. Il y a des sanctions ont eu un effet affroyable, je devrais dire, sur l'économie du Venezuela. Il y a beaucoup de gens qui quittent le pays à cause des problèmes qui ont suivi ces sanctions, malgré les tentatives du Venezuela de développer des relations avec les pays des BRICS, comme la Russie et la Chine, et même l'Iran et d'autres pays. Dans ces derniers temps, des tentatives de changement de régime se sont intensifiées. Et cela a mené jusqu'à présent à la présence aujourd'hui d'une armada. Enfin, je dis ça, c'est le terme espagnol, c'est une flottille de la marine américaine dans la région caribéenne. Cette flottille, cette armada, comprend des actifs militaires, comme même des sous-marins nucléaires et d'autres choses. Et le régime mené par Trump a fait venir. Fred, tu me vois Oui, toujours? on te OK. voit. C'est OK. figé. Vas-y. OK. Et je sais que tout le monde, et même les journaux américains, ont fait remarquer que nous n'avons jamais vu dans ces jours euh, euh, une présence si forte, si grande des États-Unis dans la Caraïbe. Il est clair pour moi, hein, et pour d'autres personnes qui ont fait les commentaires que, attendez, hein, j'ai perdu, oui, enfin, je suis là, oui, que cette présence armée dans la région ne peut pas viser seulement, si ça vise du tout, il parle de narco-trafficking, le combat de la drogue, du trafic de drogue dans la région qui a pour destination finale les États-Unis, que tout le monde qui ont des connaissances assez profondes de ce qui se passe dans la région savent que ce qui se passe, c'est une tentative de changement de régime à Caracas. Et ce qui nous a étonnés dans le cas de Trinidad, c'est que notre gouvernement qui avait changé dernièrement, c'est un nouveau gouvernement qui a pris le pouvoir depuis avril 2025, que ce gouvernement a promis aux États-Unis l'utilisation du territoire trinidadien en cas d'attaque, enfin, si Venezuela choisit
de faire une attaque, de lancer une attaque contre le Guyana, que Trinidad peut être utilisé comme une base. Les États-Unis n'avaient pas, enfin, d'après toutes nos connaissances, les États-Unis n'avaient pas demandé euh, cette, ce faveur, mais c'est une faveur qui a été donnée quand même. Je ne sais pas si vous êtes tous au courant des tensions qui existent entre le Venezuela et le Guyana. Hein. Ce sont des tensions qui datent d'au moins un siècle. Mais il n'y a pas de preuve en ce moment que, que de telles tensions entre le Venezuela et le Guyana avaient donné justifie la présence américaine. Les Américains n'ont pas parlé de ces tensions du tout. Et je suis certain, moi, et beaucoup de personnes d'ailleurs, des Trinidadiens sont tout à fait certains que cela a été utilisé comme une justification qui est fictive quand même, pour justifier l'enthousiasme même pour cette action du gouvernement trinidadien envers la présence américaine sur le sol trinidadien. Pendant ces derniers jours, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe, mais vous le savez bien que c'est un souci mondial maintenant ce qui se passe dans cette région en ce qui concerne la présence des forces américaines dans la mer Caraïbe. Et même aux Nations Unies, ils ont eu des interventions critiquant et demandant que les menaces des Américains cessent d'être faites. Bon, comme vous savez aussi que jusqu'à présent, 5 bateaux, je dis bateaux, ce sont des petits bateaux qui ont été bombardés par les Américains. Et à chaque moment, les Américains parlent de trafic de drogue, de narco-trafficking. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu de survivants. Hein. Il y a pas, personne n'a survécu ces attaques. Donc, on ne sait pas ce qui se passe. Les passagers, le cargo, tout a été détruit. Et ce qui est effrayant, c'est que il s'agit des actes qui ne sont pas juridiquement justifiables du tout. C'est que, comme vous le savez, par exemple, que Duterte, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, qui était président du Philippines, il est devant maintenant la Cour internationale pour, pour répondre à des crimes qui a été, enfin, on lui reproche d'avoir commis envers les Filipinos qu'il avait tués sans passer par la loi, sans passer par ce qu'on appelle le procédé, les procédés normaux, les procédés de pays civilisés. Et il était vraiment étonnant à ce moment-là que le premier ministre de Trinidad et Tobago avait demandé aux États-Unis de kill them all violently, de les tuer violemment. Et je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais ce qui nous a étonnés tous, je crois que ces derniers jours, elle ne dit pas de telles choses, mais je ne sais pas, je ne sais si elle continue à avoir cet enthousiasme pour cela, pour d'autres raisons que je vais expliquer par la suite. Mais tout le monde, y compris les journaux de trinidadiens, avaient, je dirais, condamné les paroles du Premier ministre Kamla Persad Bissessa. Et jusqu'à dans la dernière étape qui a eu lieu, il y avait 2 Trinidadiens qui étaient à bord. Hein, et
il n'y a pas eu de réponse convenable, une réponse satisfaisante du gouvernement trinidadien sur ce sujet. Laissez-moi ajouter un petit mot entre tout ça. Hein. Trinidad, c'est un pays pétrolier. Et avant la fin de la dernière administration, il y avait des accords pour faire chercher le gaz, on appelle le gaz dragon, parce que ce sont des champs pétroliers qu'on appelle dragon. Et Trinidad a voulu utiliser ses expertises et beaucoup d'autres choses pour exploiter le gaz qui se trouve dans les eaux du Venezuela. Mais entre-temps, le nouveau gouvernement avait entamé des thèmes très, je dirais, hostiles envers le Venezuela, occasionnant à au moins une reprise des réponses du vice-président Delcy qui avait condamné ces paroles pas du tout amicales envers le Venezuela. Donc, entre deux choses, Trinidad cherche à faire plaisir aux États-Unis, au président Trump, et en même temps, Trinidad cherche à exploiter le gaz dragon, mais en même temps, les thèmes qui sont utilisés ne devraient pas plaire, ne plaisent pas du tout aux autorités vénézuéliennes. Et entre-temps, le dernier bateau qui a été détruit, il y avait au moins 2 Trinidadiens à bord et Delcy, la vice-présidente Delcy, avait répondu à Kamla Persad-Bissessar en lui disant que ces mêmes paroles qui sont responsables des morts de 2 Trinidadiens qui n'ont pas été, qui ne sont pas coupables de quoi que ce soit. Et le gouvernement trinidadien n'a pas, jusqu'à présent, répondu à cela. Vous le savez aussi, entre-temps, que jusqu'à présent, jusqu'à 2 choses qui sont arrivées dernièrement, dans les derniers jours, hein, donc j'avais à changer un peu ma présentation pour ce matin. Trump avait signalé qu'il a donné la permission à la CIA de continuer d'intensifier les tentatives de déstabilisation du gouvernement au Venezuela. Entre-temps, le gouvernement vénézuélien avait répondu en disant qu'eux, ils sont prêts à recevoir toute attaque et ils ont même dit que les États-Unis vont retrouver une répétition de catastrophe de Bay of Pigs, Bay des cochons à Cuba. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui sont suffisamment âgés comme moi pour se souvenir de cette catastrophe. Donc, il n'est pas un secret du tout maintenant que ce qui est visé dans tous les cas, c'est le changement de régime au Venezuela et il n'y a plus d'histoire de narcotrafficking, de trafic de drogue ou quoi que ce soit. Il est un peu... nous ne sommes pas du tout à l'aise, comme vous pouvez bien imaginer, à Trinidad, que notre gouvernement a pris une telle position envers les États-Unis. Comme vous le savez bien, comme Fred avait dit au départ, Venezuela, c'est notre voisin le plus proche de Trinidad et Tobago. Venezuela est plus proche à Trinidad que Tobago. C'est aussi simple que ça. À certains points, dans certains endroits à Trinidad, on peut voir le Venezuela. Et il y a un mouvement assez souvent, il y a des mouvements qui ont lieu entre les deux pays.
Et jusqu'à jusqu'aux ces derniers jours, nous n'avions pas vraiment de problème avec Venezuela. Nous avions des relations très amicales envers Venezuela. Il y a beaucoup de Venezuela d'ailleurs qui se trouvent à Trinidad parce que les gens qui laissent le Venezuela à cause des problèmes économiques, nous avons des réfugiés économiques à Trinidad. Et ce qui nous a étonnés, enfin, moi et beaucoup d'autres, que le gouvernement de Trinidad a accepté sans question la raison offerte par le gouvernement américain que c'est une question de combattre les trafiquants de drogue et tout ça. Alors que ce qui est visé, il n'y a aucun doute maintenant, et surtout étant donné les derniers propos du président Trump, que c'est le changement de régime au Venezuela qui était en, en, visé. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Je devrais ajouter que deux autres pays, au moins dans la Caraïbe, les États-Unis ont cherché à faire mêler dans cette affaire deux autres pays. Il s'agit de la Gonade, Grenada, aussi bien Antigua et Barbuda. C'est un seul pays, deux îles, Antigua et Barbuda. Dans le cas de Antigua et Barbuda, le Premier ministre a refusé, le Premier ministre Garçon, qui était quelque chose de très bien. Le peuple en Gonada, par contre, ne sont pas si convaincus. Et ils sont déjà dans la rue critiquant le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas refusé carte blanche de participer dans l'utilisation du territoire gonadien comme base d'attaque contre le Venezuela. Grenada, la Gonade est un peu plus loin de Venezuela, mais je suis certain qu'ils peuvent être comme à Trinidad. Je n'ai pas dit d'ailleurs que Delcy et d'autres ont dit au gouvernement trinidadien que s'ils osent laisser les Américains utiliser Trinidad comme base pour une attaque quelconque sur le Venezuela, que nous allons devenir une cible justifiée d'une attaque par le Venezuela. Ce qui est vrai, enfin, les autorités vénézuéliennes en ce moment-là ont raison, parce que si Trinidad est utilisé comme une base pour des aventures militaires contre le Venezuela, le gouvernement vénézuélien a raison de penser que Trinidad est un pays hostile à ce moment-là et de lancer des attaques contre nous. Et c'est une chose qui fait peur à beaucoup de Trinidadiens. Ce n'est pas une belle vie que nous vivons en ce moment, parce qu'il y a une grande possibilité, parce que nous sommes vraiment on fait partie vraiment de ce scénario d'attaque des États-Unis. Parce que, étant donné les paroles qui ont déjà été lancées par le gouvernement trinidadien, on ne sait pas si le Venezuela peut bien croire qu'il y a déjà une présence militaire ici, une présence américaine déjà ici. Je vous dis une chose aussi. Il y a une semaine de ça, je crois, un ressortissant américain qui était affecté à l'ambassade américaine, il s'est suicidé. Et un gros avion américain, enfin c'est un avion de guerre, est arrivé ostensiblement pour prendre son corps, pour faire retourner son corps à Trinidad. Mais c'était un avion c'était un avion militaire, je crois que c'est C-67 ou quelque chose comme ça. Un avion qui fait transporter des militaires partout dans le monde où les Américains ont leurs aventures militaires. Et il y a beaucoup de Trinidadiens qui ont commencé à croire que
des autorités vénézuéliennes peuvent croire qu'à ce moment-là, il s'agit bien des éléments militaires des Américains qui allaient être mis sur place. Donc, nous, à Trinidad, c'est vraiment quelque chose qui est un peu... Ça nous fait... Nous ne sommes pas à l'aise à cause de cette situation. Peut-être nous sommes les plus mal à l'aise dans la Caraïbe. Une autre chose, vous vous souvenez bien que pas très longtemps, il y a 2 semaines, je crois, de ça, que le comité Nobel avait donné le prix Nobel de la paix à un ressortissant vénézuélien qui s'appelle Maria Corina Machado. C'est une politique, c'est une femme politique qui conteste et toujours conteste le régime. Elle avait fait appel à Israël, elle avait fait appel aux États-Unis de venir bombarder le Venezuela. Elle a toujours pris des positions contre le Venezuela. Hein. Je ne dirais pas contre le régime de Maduro, c'est contre le Venezuela. Elle avait demandé aux pays étrangers d'intervenir militairement et c'est cette personne qui a été nommée comme lauréate du prix Nobel de la paix. Ce n'est pas la première fois que le prix de la paix a été donné aux, aux gens qui sont vraiment des guerriers, hein, comme Kissinger qui était là, et Menahem Begin et d'autres personnes. Et je devrais dire que Machado, à elle-même, elle a exprimé sa reconnaissance envers Trump et elle lui a même elle lui a offert son prix. C'était vraiment la comédie à l'échelle internationale. Donc nous avons une situation où le, 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 le comité Nobel, en quelque sorte, a justifié les actions prises en ce moment par les Américains dans la région contre le Venezuela, qui peut-être a justifié l'intensification des efforts des Américains. Je vais conclure pour le moment, et je devrais dire que l'administration américaine en ce moment continue à agir contre la loi en faisant des attaques qu'elle fait en ce moment dans les eaux de la Caraïbe. Elles font tuer des gens avec sans aucune justification de ce qu'ils disent. Les gens sont tués. Les Américains disent que ce sont des trafiquants de drogue. Il y a des gens qui acceptent ça parce que les Américains, les Américains se disent. Il y a dans ma conclusion, j'ai une citation de Rubio, Marco Rubio, qui est d'origine cubaine. Je vais essayer de traduire ça. Il disait, je m'en fous de ce que disent les Nations Unies. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils disent que Maduro, c'est un trafiquant de drogue connu et condamné, et il est fugitif de la justice américaine. Il est clair que ce qui est visé dans tout ça, et peut-être que le régime américain a d'autres raisons. Hein. Il y a des gens qui disent qu'ils essayent de faire une déflexion à cause de ce qui se passe aux États-Unis et bien ce qui se passe en Palestine, ce qui se passe en Ukraine. Ils utilisent cette situation dans la Caraïbe
pour fortifier la mainmise sur le peuple. C'est le peuple américain qui est visé là. Mais ce qui est clair, c'est que le Venezuela a toujours, depuis l'arrivée de Chavez au pouvoir, a toujours été l'objectif de, de, de la hostilité, hein, du régime américain. Ça n'avait rien à voir avec Trump, hein, c'était même avant Trump. Trump il ne fait que continuer. Et ce qui arrive en ce moment, c'est que nous sommes dans une situation qui est peut-être pire que les années 60, quand il y a eu ce qu'on appelle la crise cubaine. Parce que pour la première fois dans ma vie, je me sens très mal à l'aise que je peux être victime des activités de guerre. Merci beaucoup, Fred et compagnie, et je vais répondre aux questions comme vous voulez me demander. OK, merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as entendu les applaudissements de la salle. Non, je n'entends pas. Tu n'as pas entendu? Bon, OK. Euh, Alors, on va faire un essai de quelque chose. On a un micro dans la salle. On va voir si ça fonctionne. Et J'essaye alors, on va. de me revoir là. Euh, je ne... D'une part, il y a des questions posées. Par contre, il faudrait se rapprocher bien du micro pour Oui, oui, qu'on puisse bien je me entendre. vois encore. Je me vois. Continuez, hein, je me revois là. Est-ce que c'était clair là? Parce qu'il y avait des moments où je ne m'entendais pas trop, hein, je ne sais pas. Est-ce que tu m'entends déjà? Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, Très tout bien. à fait. Alors, je disais que je t'entendais très bien, mais je vais installer le micro grâce à M. Blanchelet, que je remercie au passage, et un micro qui est censé permettre l'échange avec la salle. Donc, OK, on va OK, récupérer des questions de la salle, plusieurs questions, on te les posera, mais il y a des questions également dans le chat. On demandera aux personnes qui sont en visio de poser leurs questions et Julien Mérillon, qui est à côté de moi, va les récupérer et te les oui. poser. OK? OK, Alors, je commence dans la salle. Y a-t-il des questions? Vous allez les poser directement, on va voir si ça marche. Je prends avec moi? Je On ne vous touche entend. pas. Et si tu peux se rapprocher un petit peu plus Bonjour. près, on m'entend. Bonjour, il m'entend? Oui, on vous entend, allez-y. Voilà. En tout cas, je remercie le KJ et le CORECAP, et ainsi que l'intervenant pour cette conférence. Parce que depuis quelque temps, je me posais des questions. Je me dis, j'ose espérer qu'il n'y aura pas un deuxième Cuba dans la Caraïbe. Alors, ma question, c'est de savoir comment s'organise la résistance dans la Caraïbe. Et j'apprends aujourd'hui, je savais que le Guyana servait de base militaire aux États-Unis, mais je ne savais pas que Trinidad était aussi complice, donc je tombe des nues. Donc je voulais savoir comment s'organise la résistance dans la Caraïbe et aussi à Trinidad. Voilà. Enfin, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, hein. Je ne sais pas s'il y a une résistance euh, à- qui est très marquée. Je ne vois pas de résistance à Trinidad. Il y a des gens comme moi qui parlent, qui utilisent le Facebook et d'autres moyens pour exprimer le fait qu'ils ne soient pas, euh, ils n'aiment pas ce qui se passe du tout. Là, à Grenade, j'ai vu des petites manifestations. Je sais qu'il y a des Grenadiens qui ne sont pas du tout en faveur de ce qui est possible pour le pays, c'est-à-dire qu'ils peuvent
s'offrir comme base militaire. Et je sais qu'il y a un mouvement de résistance qui a été entamé, mais qui n'est pas encore arrivé à un stade extraordinaire. Hein. Je dis ça. Et en Guyana, je ne sais pas si les États-Unis utilisent déjà le pays comme base militaire, ou bien si Guyana était d'accord pour cela non plus. Le seul pays qui a exprimé sans réservation leur accord, leur permission pour que les États-Unis utilisent le territoire, enfin, je ne dirais pas le pays parce que moi je ne l'ai pas fait, c'est le gouvernement trinidadien qui avait offert le territoire trinidadien comme base contre, en cas de... Enfin, ils disent que si, c'est seulement si le Venezuela lance une attaque contre le Venezuela, si le Venezuela lance une attaque contre le Guyana. Mais cela, comme j'ai expliqué, cela, il n'a jamais été question de ça. Ce qui est en question en ce moment-là, c'est le changement de régime au Venezuela. Et c'est vrai que il y a des histoires entre le Venezuela et le Guyana, mais je peux vous assurer que s'il y a un changement de régime demain au Venezuela, l'attitude des Vénézuéliens envers le territoire réclamé par le Venezuela au Guyana, cela ne va pas changer. Hein. Cela, c'est une chose qui est dans le sang, dans le DNA, le ADN des Vénézuéliens. Ça n'a rien à voir avec Chavez ou Maduro. Ça, c'est une histoire du Venezuela. C'est une histoire qui date de moins un siècle. On ne peut pas aller dans toute cette histoire en ce moment, mais d'après mes connaissances, c'est seulement le Trinidad qui a été d'accord pour que les Américains utilisent le territoire. Et il y a une résistance, mais une résistance à travers les journaux. Il n'y a pas eu de manifestation. Je n'ai pas organisé moi-même des manifestations. Les voix ont été élevées contre ce que le Premier ministre a dit. Il y a eu des critiques dans les journaux, il y a eu des critiques à travers les partis d'opposition. Et il y a eu des critiques à travers la région, des experts en relations internationales à travers la région caribéenne ont été fortement, ils ont fortement critiqué la position qui a été prise par le gouvernement trinidadien. On va prendre plusieurs questions sur Internet. Donc, Julien, est-ce que tu peux les présenter? Trois questions. Trois questions. La première de Miana Bolus. Une mobilisation, il y a déjà répondu en partie, hein. Une mobilisation des Trinidadiens est-elle envisageable? Une deuxième question de Marc Laviolette. Merci au KJ à M. Watson qui apporte des précisions que j'exploiterai sous les ondes de mai. Cette ingérence des États-Unis dans leur bassin de jeu caribéen au bassin de jeu caribéen est clivante. N'est-il pas en train de fragiliser l'unité de la CARICOM? On risque d'avoir deux blocs, Grenade, Trinidad, Guyana, au bénéfice de la Jamaïque. Autre question posée par le docteur Atala. La Cour pénale internationale ne devrait-elle pas être saisie? On bombarde et tue des gens sans aucune preuve de narcotrafic et même si prouvé, il peut être envisagé de les arraisonner sans exterminer à l'aveugle. Et dernière question, toujours du docteur Atala. La vraie raison du comportement de Trump, de cette agression, n'est pas elle, plutôt le souhait de renverser Maduro et d'y mettre une marionnette
afin de tirer profit des richesses du Venezuela. Premièrement, réserve de pétrole. Deuxièmement, de gaz. Sinon, pourquoi, si cette agression était pour lutter contre le narcotrafic, pourquoi des agressions contre la Colombie, pays dans lequel les USA ont cette base? Est-ce que tu as reçu les questions, Patrick? Oui, 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 je vais continuer. Je commence par la dernière question. Et je crois que j'ai répondu à ça. Je n'ai pas expliqué à ceux qui ne le savent pas que le Venezuela, c'est un pays très, très, très riche en produits pétroliers, hein, gaz et pétrole. Et ce sont des produits pétroliers qui sont visés par les Américains. Il y a des organismes, des compagnies pétrolières comme Shell, Exxon, qui ont déjà exprimé qui d'ailleurs font des opérations au Venezuela malgré les sanctions. C'est le pétrole vénézuélien qui est vraiment visé par tout ça. Cela est bien le cas. Et les Américains ont l'habitude de parler d'une chose, de donner une explication qui n'est pas la vérité. Hein. Tout le monde se rappelle de Weapons of Mass Destruction, les armes de destruction qu'ils ont utilisées contre la Libye. Et le Gulf of Tonkin, le Golfe de Tonkin et tout ça. Les Américains ont cette pratique. Et ce qui se passe maintenant, on parle de narcotrafficking et tout ça, alors que la vraie raison, la raison qui a été toujours la raison et qui n'a jamais changé, c'était un régime au pouvoir qui a pris une distance vis-à-vis les agents par rapport au régime qui était là auparavant. Je devrais dire, hein, je rappelle aux auditeurs que pendant les années 60, quand le Guyana était pays, c'était toujours une colonie, les Américains ont reconnu la demande du Venezuela pour le territoire de British Guyana, de Guyane britannique. Et à ce moment-là, qui a été élu comme premier, enfin, je dirais premier ministre, ce n'était pas son titre, mais il était la tête du gouvernement au Venezuela colonial, hein. Chedi Jegan, qu'on rapprochait d'être communiste, d'être sympathisant de Moscou et tout ça. À ce moment-là, les Américains reconnaissaient la demande du territoire vénézuélien. Et qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé maintenant. Ce qui a changé, c'est que le gouvernement n'est plus pro-américain. Depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez, tout a changé. Et l'attitude et l'approche des Américains a changé à ce moment-là. Est-ce que, Julien, tu peux répéter la deuxième partie parce que je n'avais pas écrit. Ben, il y a La deux. deuxième question, je la reprends. La Cour pénale de justice internationale ne devrait-elle pas être saisie? On bombarde et tue les gens sans aucune preuve de narcotrafic. Exactement, mais j'ai aussi parlé de ça dans mon discours. Je parlais de Duterte, d'ailleurs, qui a fait la même chose aux Philippines et qui, d'ailleurs, maintenant est devant la Cour de ICC, International Criminal Court, la Cour internationale de crime. Je ne sais pas comment vous le dites en français, De mais justice. oui, c'est le ICC. Et c'est exactement ça. Donc, et il est tout à fait vrai que sans aucune preuve, les Américains bombardent et ce sont les paroles seulement qui sont données. Et malheureusement pour nous, il y a des gens, surtout à Trinidad, qui croient que si les Américains le disent, c'est la vérité. Malgré une histoire de mensonge qui justifie
la politique américaine, des mensonges qui ont été défendus par les États, le Royaume-Uni, par la France, par beaucoup d'autres pays. Donc, c'est bien le cas que ce que nous avons devant nous, c'est un autre mensonge, une autre invention de casus belli, et alors que la vérité, c'est ce qui est visé, c'est le pétrole du Venezuela. Et la première partie de la question, Julien, je sais que... La première partie de la question, c'était une mobilisation des Trinidadiens est-elle envisageable? Je ne sais pas, hein, pour plusieurs raisons. Hein. Nous vivons en ce moment sous un état d'urgence. Hein, je ne sais pas si vous le savez. Hein, ce qui n'a rien à voir avec la présence américaine. Hein, ça avait affaire à la criminalité trinidadienne. Il y a beaucoup de gens qui sont tués ici. Les gens sont tués tous les jours. Où nous avons des nombres de morts euh, par des violents, des morts violentes que vous ne pouvez pas imaginer en Guadeloupe. Et un état d'urgence a été déclaré depuis le mois de mai. Mais c'est un état d'urgence qui est un peu mou en ce moment. Mais je ne sais pas si ça peut durcir si, par exemple, il y a une mobilisation contre les Américains et tout ça. D'ailleurs, on ne sait pas si les gouverneurs canadiens ne répondent pas aux commandes des États-Unis. Hein. On ne sait pas. Donc, il est... parce qu'il y a beaucoup de gens qui défendent la position des Américains à Trinidad. Et malheureusement, beaucoup de ces gens sont des supporters du parti au pouvoir. Chaque fois que je fais des critiques, je peux prévoir qui va me critiquer. Ce sont surtout des gens très connus comme supporters du régime au pouvoir. Ils disent que Maduro, il faut se débarrasser de Maduro. Il faut faire ceci et cela pour faire une restauration de la démocratie au Venezuela. Ils répètent comme des perroquets les thèmes pris par le gouverneur des États-Unis, y compris M. Rubio Marco. J'ai vu une réputation de ces paroles qui sont difficiles à imaginer. Comme je vous dis, les seules manifestations que j'ai vues contre la présence américaine, je dis une manifestation traditionnelle, hein, dans la rue avec les placards et tout ça, c'est à Grenade. Je ne sais pas s'il y a eu ça à Trinidad. Je sais que juste avant les élections, il y a eu des manifestations pour défendre le droit des Palestiniens. Même ça, je ne vois plus à Trinidad. Je ne sais pas s'ils ne veulent pas se voir contre le régime de Trump. Mais les supporters de ce parti au pouvoir ont pris cette position et qui peut-être fait fortifier l'activité, les actions du gouvernement au pouvoir. Ce n'est pas une bonne chose, mais c'est ce qui se passe. Il y a une question de Marc Laviolette, à mon avis, qui n'a pas été abordée complètement. Il parlait de risque de division de la CARICOM. Est-ce que cette réalité ne risque pas de diviser la Caraïbe entre ceux qui sont, comme tout le monde, pour Trump et les autres? Parce qu'il y a une majorité apparemment de pays de la Caraïbe qui semblent s'opposer. À vrai dire, Fred, c'est plutôt le CARICOM, la CARICOM. Cela n'a jamais été une force unie. Hein. Il y a beaucoup de paroles,
mais il n'y a pas d'action qui parle d'une vraie, d'une vraie unité. Je ne vois pas ça du tout. Donc, les États-Unis, vous vous rappelez, enfin, on parle de la grenade. C'était en 1983, je crois, oui, Oui, c'est ça. vers ce même moment où il y a eu des problèmes à Grenade. Et il y a eu division même à ce moment-là entre les pays, avec Trinidad et Guyana d'un côté et le reste de la Caraïbe, Jamaïque, Barbade et d'autres. D'ailleurs, Barbade a été utilisé comme base pour faire lancer une attaque contre la Grenade. Et nous avons, donc, lorsqu'il s'agit vraiment d'une question d'unité de voix, cela n'existe pas. Mais c'est vrai que cela ne va pas du tout changer ce mouvement négatif. Ce mouvement négatif qui nous dit que, les pays de la CARICOM ne sont pas unis dans une telle situation. Les gens parlent de ça, les gens demandent ça, ils parlent de zone de paix et tout ça, mais notre Premier ministre, enfin le Premier ministre de Trinidad et Tobago, a toujours dit que nous n'avons jamais été une zone de paix. Il y a des paroles comme ça. Et il y a beaucoup de discours qui sont faits qui ne sont pas vraiment tenus et qui ne sont pas appliqués dans la pratique. Même Une entre... dernière, une dernière question, Patrick, avant de repasser la parole à la salle. Une dernière question. Comment? Il n'a pas terminé? Non, vas-y, Julien. Oui, alors une dernière question de Manon Bernardine. Elle m'a dit, je me suis connecté en retard, peut-être que cela a été expliqué au début. À part l'ambition d'exploitation du gaz présent au Venezuela, y a-t-il une autre explication à la position du gouvernement trinidadien, en dehors du gaz et du pétrole? Je ne sais pas si j'ai bien compris la question, parce que le gouvernement trinidadien a pris une position pour faire plaisir au gouvernement, à l'administration de Trump. C'est ce qui est arrivé. La question de gaz et tout ça, c'est une question qui était toujours là, mais cela n'a pas été tenu en compte quand le gouvernement avait lancé ces attaques de bêtes, vraiment, contre le Venezuela. Je crois que ce qui se passe en ce moment, le gouvernement trinidadien peut croire à deux choses. Soit que le gouvernement du Venezuela va leur pardonner ces attaques, ce qui est possible, parce que nous avons une histoire d'être de très bons amis. Hein. Nous sommes de très bons amis avec le gouvernement vénézuélien. C'est notre pays voisin le plus proche et nous avons toujours avoir de bonnes relations avec le Venezuela. Donc, il est possible que les Vénézuéliens ne voudraient pas laisser disparaître ces très bonnes relations. Mais il y a plusieurs choses. Hein? Mais il y a aussi possible que le gouvernement trinidadien peut croire que, je ne veux pas aller dans ça, hein, il y a ce qu'on appelle un OFAC license, un permis OFAC, qui a été donné au gouvernement du gouvernement qui a été remplacé en avril. Ce permis OFAC donne la permission à Trinidad et Tobago pour exploiter le gaz Dragon au Venezuela sans, disons, briser, sans aller à l'encontre des sanctions. Quand le régime Trump était arrivé au pouvoir, ils ont
changé ça. Ils ont rendu caduc le permis au FARC. Mais ce permis a été maintenant redonné au nouveau gouvernement, avec la condition que le Venezuela n'en profite pas. Mais, écoutez ça, hein. Ce gaz se trouve dans le territoire vénézuélien. Et vous me demandez de faire un accord, d'entrer en accord avec le Venezuela pour produire le gaz sans que eux, ils profitent. Parce que cela, c'est quelque chose qui ne va pas passer. Entre-temps, entre-temps avec ça aussi, nous avons une situation où le gouvernement trinidadien a lancé des paroles très hostiles envers le Venezuela. Donc, il est dans cette situation, je peux croire qu'il est permis de croire que le gouvernement trinidadien peut croire que le gouvernement au pouvoir au Venezuela en ce moment sera renversé. C'est la chose. Et peut-être qu'ils attendent à ça. Parce que le permis au FARC dure 6 mois. Hein. On a 6 mois pour faire une exploitation qui risque de durer. On ne peut rien faire dans de telles exploitations dans 6 mois. Hein. C'est une chose qui risque d'aller au moins 24 mois. Donc, à la fin de 6 mois, le gouvernement américain peut, s'il le veut, changer leur avis et révoquer ce permis au FARC. J'oublie ce que ça signifie au FARC, mais il faut comprendre, si vous n'avez pas ça, le gouvernement américain va croire que nous sommes hors règle si nous avons affaire avec un pays sanctionné comme le Venezuela. Et Trinidad, à ce moment-là, Trinidad et Tobago peut être aussi sanctionné. C'est-à-dire que vous savez que les États-Unis restent le partenaire le plus important pour le commerce trinidadien. Hein, c'est-à-dire presque la totalité de nos exportations vont envers les États-Unis. Et nous ne sommes pas du tout comme la Guadeloupe où vous avez une monnaie forte, l'euro. Trinidad n'a pas ça. Trinidad a le dollar trinidadien. Et pour faire avancer nos affaires, il faut gagner. Il faut gagner ce que nous disons, nous appelons le forex, foreign exchange, hein, les devises étrangères. Il faut gagner des dollars américains, il faut gagner les euros, il faut gagner les dollars canadiens, il faut gagner des yens japonais et ainsi de suite, parce que personne ne prend le dollar Trinidad pour acheter quoi que ce soit. Donc, nous trouvons à Trinidad dans une situation très précaire. Nous soutenons un agresseur contre le Venezuela. Nous avons même offert à ce gouvernement le territoire trinidadien comme base pour utiliser contre le Venezuela. Nous avons lancé des paroles hostiles envers le Venezuela. Et maintenant, nous sommes obligés d'aller dire, Monsieur Maduro, Madame Delcy, nous voulons le gaz dragon. C'est une situation qui ne peut pas s'expliquer. Et la seule explication, peut-être que demain, on va croire encore que le gouvernement de Maduro sera renversé. Oui. Il y a 3 questions. On va prendre des questions donc du public. Alors, Julien, je n'entends pas du tout. Hein? Je parle. Donc, comme tout à l'heure, je remercierai. Rapprochez-vous un peu du micro, s'il vous plaît. Voilà. Allez-y. Alors, je dirais que je remercierai, comme ça a été dit, le Coreca et puis le CAGI, et d'autres acteurs qui font des choses sur le territoire. Donc, j'apprends beaucoup de choses. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément une question, mais une observation. Vous me direz ce que vous en pensez, Monsieur Watson. Nous avons de plus des liens communs, puisque je suis économiste et j'ai été aussi à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, après être passé à Fouillol. Voilà. Okay. Et donc, une observation, vous vous étonniez un peu du fait que, par exemple, le prix Nobel
ait été attribué à quelqu'un qui a un esprit guerrier, comme vous dites. Voilà. Donc, je dirais que là, le prix Nobel, quelle est la racine, qui attribue? Ce sont des gens, ce sont des Occidentaux, hein, exactement comme les organisations internationales, l'ONU. Donc, il y a en effet cette inquiétude au niveau militaire, mais il y a une autre inquiétude au niveau de la Caraïbe qui nous menace, ce sont les armes. Le président chinois a interpellé au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, il a interpellé les USA pour leur dire de cesser d'introduire des armes dans la Caraïbe. C'est la Chine qui a dit ça. Voilà. Oui, Donc, oui. et La Russie l'excellent. aussi, hein? Pardon? La Russie aussi, mais Et la allez-y. Russie aussi, heureusement qu'ils Oui. existent. Heureusement qu'ils sont là parce que eux, voilà. Et donc, l'excellente Mia Mottley, et c'est certainement parce que c'est une femme, l'excellente Mia Mottley, présidente de la Nouvelle République de Barbade, a aussi interpellé la communauté internationale sur le même sujet. Voilà. Donc, Oui. l'ONU, ces organisations internationales, on n'a pas grand-chose à attendre. Il faut savoir que les États-Unis ont un droit de veto, c'est-à-dire ils sont très puissants au niveau de l'ONU. Voilà. Donc, donc là, je continuerai, je répondrai à M. Attala, docteur Attala, je ne sais pas si c'est le maire de Basse-Terre, c'est lui, le maire de Basse-Terre, qui nous parlait de la Commission internationale, du Comité international de justice, la Cour internationale de justice, la Cour pénale. Je dirais même là, c'est inquiétant, on ne sait même pas si on peut aussi faire ça, parce que je rappelle que l'Afrique du Sud a interpellé la cour pénale pour faire condamner Israël, le fou Ken Netanyahu, le fasciste, pour le faire condamner génocide. Voilà. Donc, je crois qu'il a été condamné, il a été assigné à résidence. Ça n'empêche pas de se promener, d'aller aux États-Unis, parce que ses compagnons, ses compères occidentaux, comme Macron, lui donnent l'autorisation de survoler leur territoire. Voilà. Oui. Non, je peux vous dire que vous avez raison, je ne vais pas ajouter à cela, hein. Il y a une complicité entre les pays occidentaux envers la Palestine en particulier, mais maintenant en ce qui concerne le Venezuela. Et il y a, Trump peut faire, il peut se mettre, il peut devenir, il peut faire des actes criminels et rien ne va se passer contre lui. C'est vrai. Oui, bonjour. Tout d'abord, merci pour la tenue de cette conférence. Ma question est la suivante. Donc, est-ce que, sous couvert de cette opération contre le gouvernement Maduro, l'administration Trump ne cherche pas à développer aussi un nouveau containment contre la multiplication des présences à la fois chinoises et russes dans la zone Amérique latine, Caraïbes? Oui, on va prendre plusieurs questions, hein. Patrick, si tu permets, va répondre. Allez, Fred, attends. Je vais. J'essaye de noter tout ça, mais. Oui, alors, il y a une première question. On te propose de prendre 3 questions, je va? Oui. La première question, elle porte sur les raisons. Est-ce que une des raisons qu'on ne souligne pas assez, c'est l'action de la Russie et de et la de la Chine Chine. dans la Caraïbe? Est-ce que la volonté des États-Unis n'est pas aussi d'utiliser cette situation comme prétexte, hein, pour s'opposer à la présence des Chinois et des Russes? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, Allez-y. Et donc, pour appuyer, enfin, bonjour, pour appuyer la question que mon collègue... Rapprochez-vous un tout petit peu du micro, s'il vous plaît. Moi, je n'ai pas entendu du tout, hein. Rapprochez-vous du micro. Vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Un petit peu encore légèrement. C'est bon? Allez-y. Pour appuyer la question que mon collègue vient de poser, vous avez parlé du fait que... J'entends pas, hein. Bon, il faut se rapprocher du micro. Machado, voilà. Le micro, Fred, Avec- la personne doit se rapprocher un petit peu du micro. C'est un peu loin. On entend, mais faiblement. Allez-y, là. C'est bon maintenant? Là, c'est bon. Parfait.
Ok, merci. Je vous en prie. Du coup, pour appuyer la question que mon collègue posait, vous avez dit que Madame Machado avait demandé aux USA et à Israël une intervention sur le sol vénézuélien, une intervention militaire sur le sol vénézuélien. Et donc, je voulais savoir si du côté de Nicolas Maduro, il avait lui aussi fait appel, par exemple, à des puissances étrangères pour conforter son pouvoir et son régime. Je vais, je vais répondre à ça tout de suite, hein. Je ne sais Euh, pas si, je ne sais euh, pas. Attends, Patrick, on Attends, prend une dernière question. un instant, un instant. Ok, ok, go ahead. Vas-y, allez-y. Ma question, c'était qu'en est-il de la présence de la Chine dans les eaux vénézuéliennes depuis 3 jours? Est-ce que cela favoriserait l'escalade des conflits entre les États-Unis et la Chine? Ok, je vais essayer de répondre en tout parce que les trois questions sont semblables, hein, et je vais expliquer pourquoi. Maduro, je ne sais pas si Maduro a fait appel, mais je sais que les Russes et les Chinois, même les Iraniens, ont, ont exprimé leur solidarité avec le gouvernement du Venezuela. Et je ne sais pas même, et c'est la dernière question qui a été demandée, s'il y a effectivement une présence chinoise ou russe ou iranienne dans les eaux de la Caraïbe. Assez souvent, il y a des nouvelles qui sont générées, qui ne sont pas ces jours-ci, qui ne sont pas vraies du tout, hein. Et il faut faire toujours attention à ce qui a été dit. J'ai souvent entendu sur l'Internet, sur Facebook en particulier, des tenues des Chinois menaçant envers les États-Unis en ce qui concerne le Venezuela, mais je ne sais pas s'il y a une telle présence du tout. Il est tout à fait vrai que diplomatiquement, que ces pays soutiennent le Venezuela. Et je ne sais pas si cette présence va devenir, si ce soutien se traduira en soutien militaire. Il n'est pas impossible, hein, parce que c'est une chose qui est arrivée partout dans le monde. Et surtout, suivant les dernières menaces des États-Unis, de faire des attaques directes sur le sol. Il parle du sol, hein, du Venezuela. Je ne sais pas s'il s'agit de menaces vides, parce que ce que les Américains essaient de mesurer, le soutien ou l'absence de soutien pour Maduro au Venezuela, par exemple, pour pouvoir si le peuple va se soulever contre le régime. D'après moi, c'est une chose qui est très, très, très difficile à prévoir, mais je peux imaginer que cela ne va pas se passer, hein. Je vois que les armées du Venezuela sont aux côtés du régime. Et je sais bien, mais il y a beaucoup de peuples d'ailleurs qui ont connu en Venezuela avant Chavez, qui n'étaient pas pour eux. Et c'est un régime que, d'après les problèmes qu'il souvient en ce moment, c'est un régime le peuple peut vouloir bien, il peut vouloir bien défendre ce régime. Et tout ça, ce sera fait avec le soutien, et pas forcément d'une présence de gens armés dans la région, mais avec des bâtiments, des bâtiments de guerre comme les tanks, et les chars et tout ça. Tout cela, il est très possible que cela va arriver. Mais pour dire que pour le moment, que la Chine et la Russie, l'Iran est dans les eaux, je ne sais pas du tout, hein. Et si je vois ça dans un journal de réputation, et ces jours-ci, ça devient de moins en moins, je risque d'y croire. Mais pour le moment,
ce que je peux dire, c'est que tout le monde soutient, je ne dis pas, le seul pays qui fait des aventures, c'est les États-Unis, peut-être avec les accords tacites des Britanniques, des Français et beaucoup d'autres, mais les pays du BRICS, comment ça se dit en français? C'est BRICS aussi, n'est-ce Les pas? BRICS, on dit Les BRICS. BRICS. Ouais, ouais. Ces pays sont favorables au Venezuela et même l'Inde, enfin, de temps en temps, maudit, lance des paroles très favorables envers M. Trump. Mais même l'Inde n'est pas défavorable à ce qui se passe au Venezuela. Ils sont tous ensemble dans le même camp. Et les pays d'Amérique du Sud, sauf par exemple, je parle des régimes quasiment fascistes comme Argentine, qui sont aux côtés du régime américain. Mais la plupart du monde est à côté de Venezuela. On prendrait une vague de questions de la salle si vous en avez. Il y en a pas, Oui. oui, là. Quasiment, je retire ma question parce que c'était de savoir quelle était la position des pays, Attends. Bon, c'est bon, ça passe, c'est bon, ça passe. Allez-y, on vous entend. des pays Ça passe nickel. proches du Venezuela, notamment la Colombie, le Brésil surtout. Est-ce qu'il y avait des positions particulières? Pleurer. Merci de... Oui, je ne sais pas. Je sais que la Colombie a déjà pris une position raisonnablement favorable au Venezuela et le Brésil a pris une position très favorable au Venezuela. Encore une fois, ce sont des positions qui ont des impacts sur le sphère diplomatique. Il n'y a pas d'intervention militaire dans ce sens-là. Je n'ai pas entendu parler de mouvement de troupes colombiennes envers le Venezuela ou bien du Brésil. Mais il y a un soutien de voisins dans cette situation. Non, laissez-moi dire une chose. Hein. Là, il n'est pas du tout faux que cette situation risque de s'internationaliser assez rapidement. Hein. Comme je vous ai déjà dit, sur le plan diplomatique, on a vu ça aux Nations Unies, la Chine, la Russie et même l'Iran a pris des positions favorables envers le Venezuela. Je ne sais pas si ça va se traduire en soutien militaire. C'est ce que je veux dire. Voilà. On va prendre quelques questions du chat. Hein. La première est la suivante. Alors, est-ce que les forces armées vénézuéliennes et la mobilisation des volontaires civils sont capables de faire face à une agression armée? Y a-t-il un risque de coup d'État appuyé par la CIA? Ça, c'est la première question. Ensuite, c'est plus qu'une question, c'était une question qui a été posée par Alain. Une autre question, merci professeur Watson pour vos éclairages. Certains des étudiants en droit et en sciences politiques présents aujourd'hui ont un cours sur la reconfiguration des frontières de la Caraïbe que j'enseigne. C'est Marie-Édith Vincennes, hein, qui est présidente du CORECA et en même temps chargée d'enseignement ici. Et elle dit, nous avons analysé les tensions entre le Venezuela et Trinidad par rapport aux îles de Soldado et Patos que réclame le Venezuela à Trinidad, mais aussi à travers les migrations vénézuéliennes vers Trinidad depuis la crise économique. Avant ce cours, beaucoup d'étudiants imaginaient une Caraïbe très unie et prête à faire front contre les USA. Cette année, je vous posais un cas d'étude supplémentaire sur les interventions militaires américaines au Venezuela cette fois. Voilà. J'ai déjà dit que cette unité, les pays de la CARICOM n'ont jamais vraiment été unis contre une position des États-Unis. Ce n'est pas
tout à fait vrai, surtout dans une situation comme la situation qui existe en ce moment. Il est très possible, enfin, c'est pas à moi parce que je ne suis pas expert militaire, mais je crois que aucun, aucune puissance, y compris les États-Unis, n'arrive pas à renverser un gouvernement, le gouvernement vénézuélien en ce moment. Mais ceci étant dit, le gouvernement américain avait déjà assisté au renversement de beaucoup de gouvernements dans la région. Hein. On parle de Chili. Je vous ai déjà parlé de Guyane britannique. Il y a de Nicaragua, il y a du Panama, partout il y a eu des activités. Mais je ne vois pas que ce soit une chose très facile à faire au Venezuela. Cela va exiger, parce que les informations que je retiens en ce moment, c'est que le peuple vénézuélien est plus pour le régime de Maduro et contre une intervention par les Américains. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui se cachent derrière cette situation pour, pour enlever le masque par la suite. Il n'est pas impossible du tout qu'il y a il y a des gens qui restent là, qui sont tranquilles, qui ne disent rien pour le moment, et le moment venu, ils vont prendre une position contre le gouvernement de Maduro. En ce qui concerne, je retourne à cette question de la cohésion des pays de la CARICOM. Cela n'a jamais été le cas. Nous avons toujours eu des positions diverses dans des situations, et je parle le test le plus important dans ma vie, c'est la situation qui s'est révélée en 1983 pendant l'invasion par les États-Unis de Grenada. Il y a eu deux pays seulement qui n'ont pas participé, qui ont critiqué, qui ont condamné, mais le reste des pays ont participé à l'invasion. Donc, c'est une idée trop romantique, je devrais dire, de croire que la Caraïbe anglophone, la Caraïbe tout court, est unie à une position unique et immutable dans une situation où les Américains s'ingèrent dans les affaires de la région. Je vous ai déjà dit qu'au moins, il y a déjà le Trinidad et Tobago qui sont d'accord pour que le territoire soit utilisé contre le Venezuela. Et il y a Grenada qui font en anglais on dit qui are considering, c'est-à-dire la suggestion est là, et ils ne disent pas non, mais ils ne disent pas oui non plus. Et ils disent, bon, voilà, je vais voir qu'est-ce que vous avez à offrir, et des choses comme ça. Alors que déjà, Antigua et Barbuda a dit non, je ne veux pas. Saint-Vincent aussi a dit non. Donc, le problème, c'est qu'il y a toujours eu des divergences entre les pays de la Caraïbe et cette situation n'est pas différente du tout par rapport à ça. Julien, j'ai terminé. Hein? Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Le micro est coupé, Fred. Le micro est déjà coupé. Il faut activer ton micro. Oh, le micro est coupé. Voilà, tu peux y aller, Patrick. Non, sous l'ère de Trump, les USA se sont beaucoup plus recentrés sur eux-mêmes, laissant l'influence de la Chine et de la Russie croître en Afrique et en Caraïbes.
Au-delà de l'intérêt économique, cette présence militaire dans la région n'est-elle pas en réalité contre-positive pour les USA puisque nos États indépendants ne voient pas leur ingérence dans nos frontières de bon œil? Je dois répéter, hein, je n'ai pas de preuve de présence chinoise ou russe, sauf une présence diplomatique et dans le cas de Trinidad et d'autres pays, une présence économique. Il y a des accords, même il y a 2 jours de ça, Trinidad a eu un prêt de quelques milliards de dollars de la Chine. Il y a cette présence. Mais une présence militaire, une présence armée, je ne vois pas ça du tout. Cela, c'est une chose qui d'après moi, pour le moment, n'existe pas. Cela ne veut pas dire que cette présence ne peut pas arriver. Je ne sais pas. Mais pour le moment, la Caraïbe, les pays de la Caraïbe ont une attitude plus ou moins neutre envers la Chine. La Chine, c'est un pays avec qui nous faisons un commerce. Nous achetons beaucoup de choses de la Chine. La Chine achète des choses de chez nous. Et il y a une présence diplomatique. Et nous sommes des pays amis, pour ainsi dire. Le seul pays qui risque de ne pas avoir ça, c'est Saint-Vincent qui continue à avoir des rapports avec Taïwan. Mais les autres, il y a toujours eu de bonnes relations avec la Chine et ça continue à être le cas. Mais disons, pour dire que nous avons une présence hostile de ces pays dans la Caraïbe, je n'ai aucune preuve de cela. Hein. C'est ce que je veux dire. C'est peut-être pas la question. La question qui a été posée, c'est de savoir si la présence militaire des États-Unis dans la Caraïbe n'est pas contre-productive pour les États-Unis. Oh, bien sûr, tout à fait. Hein? Tout à fait. Mais il faut aussi comprendre que beaucoup de gens de la Caraïbe, parce que étant donné le rapport avec beaucoup de nous et nos parents qui vivent aux États-Unis, beaucoup de nous, malgré une histoire d'agression et de renversement et de changement de régime et tout ça, beaucoup de gens croient aux États-Unis, je ne sais pas si c'est à cause de rapports familiaux, je ne sais pas si c'est parce que nous voulons tous aller aux États-Unis, passer un bon moment dans les États-Unis. Et je ne sais pas la raison, je ne sais pas si on considère les États-Unis comme une sorte de mère patrie ces jours-ci. Je ne sais pas la raison. Moi-même, j'ai des petits-enfants qui vivent aux États-Unis. Je peux considérer que je suis favorable au peuple américain. Je n'ai pas de problème avec le peuple américain parce que j'ai mon sang qui coule dans le veine de quelques Américains. Donc, ce n'est pas ça le problème. Mais il y a des gens qui peut-être peuvent confondre l'amour, l'affection qu'ils ont pour des Américains, pour ce que fait le gouvernement américain. Beaucoup de nos ressortissants sont victimes de ces activités de ICE. Enfin, c'est comme ça se dit en anglais. Hein. C'est cette ICE. Vous connaissez ça, bien sûr, parce que tout le monde parle de ça ces jours-ci. Et je sais qu'il y a des Trinidadiens qui soutiennent, qui sont de très grands supporters de Trump. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. Hein? Ce n'est pas une chose qui arrive à tout le monde, mais c'est une chose qui arrive à beaucoup de Trinidadiens. Et
ils disent que Trump a raison. Et à ce moment-là, on dit quand même qu'il y a des gens comme nous qui sont anti-américains et anti-Trump, ce qui n'est pas vrai. Il n'a pas de preuve pour ça. Mais je suis contre l'activité des États-Unis dans la région. Cela c'est tout à fait vrai. Mais je vous assure qu'il y a l'opinion est divisée dans cette région. Hein. Il y en a qui soutiennent ce qui se passe, qui disent que ce qui se passe, comme Kamala Prasad-Bissessar, que les Américains ont raison d'intervenir parce qu'il y a trop de criminalité dans la région. Et les États-Unis vont détruire ça. Ce qui n'est pas vrai. L'histoire des États-Unis n'est pas ça. L'histoire qu'a les États-Unis n'est pas... Cela ne se traduit pas du tout par le bien-être du peuple des pays comme Trinidad et Tobago. Mais les gens y croient. Et c'est ça le problème. Les gens croient à ça. C'est que le marketing américain est très fort. Hein, et quand on regarde la télévision, qu'est-ce qu'on regarde? CNN, Fox. Tout ça se passe dans cette époque de la télévision internationale. Il y a des gens qui ne regardent plus la télévision trinidadienne. Il y a toujours c'est ce qui se passe aux États-Unis. Quand il y a ils sont plus au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Donc, je suis tout à fait d'accord que ce qu'il fait ne va pas entraîner un avis favorable avec beaucoup de gens. Mais il y en a qui vont soutenir la position des États-Unis dans cette situation. Comme vous le voyez bien sur le plan des gouvernements et si vous avez la possibilité de passer sur Facebook, vous allez voir beaucoup de gens ordinaires, des gens de tous les jours, qui sont tout à fait favorables à cette intervention des Américains dans la région. Alors, est-ce que sur ce sujet-là, je vois que en visio, il y a des ressortissants de Porto Rico et de la Barbade. Alors, s'ils veulent, bien sûr, ils peuvent intervenir pour nous dire quel est l'état de l'opinion à Barbade et à Porto Rico. Si jamais ils le souhaitent, qu'ils le fassent et seront les bienvenus. Alors, il y a une question de Marc Lavulette. Je vais la lire. Professeur Watson, vous avez sans doute vu comme moi la menace qu'une habitante de Grenade a postée sur les réseaux sociaux de sanctionner Deacon Mitchell aux prochaines élections. Pensez-vous que ce soit une menace suffisante pour faire la Grenade faire marche arrière? Enfin, je ne suis pas du tout au courant de cette sanction, de cette menace de sanction. Est-ce que les États-Unis ont menacé de sanctionner le Premier ministre grenadien? C'est ce que vous avez dit là? Non, c'est une habitante de Grenade. Okay. Qui dit qu'aux prochaines élections, les Grenadiens risquent de sanctionner Deacon Mitchell. Ah oui, est-ce que vous pensez que ce soit une menace suffisante pour qu'il fasse marche arrière? Est-ce que le fait il est très possible, hein, parce que ce que je vois à travers les vidéoclips que je vois, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Grenadiens qui sont dans la rue pour condamner cette démarche du gouvernement grenadien en ce moment. Hein. Il me semble que c'est un groupe très vocal, mais petit quand même. Je ne sais pas si ce groupe représente une voix peut-être un peu plus répandue dans la population grenadienne. Mais pour le moment, je ne vois pas. Je sais que ce gouvernement a des ennuis qui peuvent résulter dans une perte des élections qui ne sont pas loin dans Grenade. Mais je ne sais pas, eux, ils vont faire le calcul parce que
l'intervention des États-Unis en 1983 était très populaire en Ghana.